Dans le cas d'Hyperliquid, comment tu expliques que les communautés qui ont reçu beaucoup de tokens, donc il y a eu un énorme airdrop, on parle de milliards, comment tu expliques qu'ils n'aient pas vendu les tokens à l'émission et qu'ils ont gardé et que le prix se soit vraiment apprécié, qui a fait un fois, je sais pas, fois 4, fois 5 Ça fait partie des quelques projets où tu as un vrai sentiment d'appartenance parce que beaucoup de gens fit avec la vision de dire on ne veut pas de VC. Parlons de prix qui donne. Récemment, il y a eu Berachain qui a été listé. Et c'est vrai qu'entre le listing et maintenant, le token s'est complètement cassé la gueule. Pareil, en fait, il a été listé trop haut. Une raison, c'est qu'il lise très haut parce que c'est énormément d'argent levé auparavant et tu es obligé de rémunérer toute cette communauté. Quel est le secret des coins qui ont connu un énorme succès à leur lancement ? Pourquoi, à l'inverse, le prix de certains tokens prometteurs s'est effondré lors de leur listing ? Aujourd'hui, j'accueille Richard Hamelin, VC Web3 au sein de 50 Partners. On a analysé ensemble avec Richard pourquoi des tokens comme Hyperliquid, Morpho et Pendle ont vu leurs tokens grimper suite à leur listing. Et on a aussi essayé de comprendre pourquoi des projets prometteurs comme Starknet, Celestia et Berachain ont vu leurs tokens chuter peu après leur listing. Avant que l'épisode ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et de liker la vidéo pour soutenir mon travail. C'est parti pour l'interview. Richard, salut. Toi, tu es du coup en charge de la division à dire Web3 chez 50 Partners. Pour rappel, c'est un accélérateur de start-up. Ouais. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les ingrédients pour avoir un prix d'un token qui est soutenable, soutenu dans la durée, qui connaît une forte croissance. Déjà, je pense que, parlons de tokenomics, c'est quoi une bonne tokenomics ? Est-ce que tu peux rappeler d'ailleurs ce que c'est une tokenomics Oui, alors déjà, petit spoiler, je pense pas avoir toutes les réponses, sinon je serais beaucoup plus riche que ça aujourd'hui pour trouver les tokenomics. Et merci de m'accueillir, Gary, sur le podcast aujourd'hui. Pour répondre à ta question, une bonne tokenomics, il y a plus. En fait, on change un peu. C'est très nouveau au final, ces tokenomics. Ouais. On vient récupérer en contrepartie d'investissement. À l'habitude, on a l'habitude de prendre de l'equity ou des parts sociales, qui est un actif qu'on connaît très bien dans le temps, qui est très régulé. Et là, aujourd'hui, on se dit on va créer un nouvel actif qui change complètement les règles. Donc, je pense que personne n'a craqué vraiment comment faire une bonne tokenomics sur long terme, parce que même le scope de temps est pas non plus ultra étendu à ce jour. Mais par contre, effectivement, il y a des choses à prendre en compte, en tout cas pour une bonne tokenomics. On voit beaucoup, et surtout les projets, l'espèce de camembert. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à bosser dans l'écosystème, une tokenomics, c'était juste un camembert. C'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, tu as des personnes qui font tourner des modèles mathématiques. Nous, ce qu'on regarde beaucoup chez 50, notamment dans le cadre des projets qu'on analyse, mais dans le cadre du conseil qu'on peut leur apporter, c'est des différents flux que tu peux mettre en place, et effectivement l'analyse des différentes parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes ? Qui va acheter ou interagir avec ton token ? Et quelle va être l'utilité qu'il y a derrière ? Et est-ce que si tu mets ça bout à bout et que tu analyses vraiment tous les flux avec les logiques d'émission, d'inflation, les logiques déflationnistes que tu peux avoir, est-ce que tu arrives à une économie qui, à terme, va te permettre d'avoir quelque chose qui tient sur long terme ? Parce qu'effectivement, si pour la plupart des personnes qui interagissent avec le projet, leur principale volonté, c'est que ce token ait de la valeur, il faut que tu puisses trouver de l'utilité ou une valeur autre que simplement spéculative, à mon sens, sur ces tokens. Clairement. Ouais, pour rappeler, donc, la tokenomics aussi, c'est la répartition de l'ensemble des tokens entre la communauté, ça peut être distribué sous la forme de airdrop ou de quête, peu importe, la team, dont les investisseurs, dont les founders, les investisseurs. Après, il y a différents types d'investisseurs, et les private, avec les VC par exemple, et ensuite le public, la trésorerie aussi, gérée par le protocole, peut-être que j'en oublie. Mais en tout cas, voilà, c'est l'ensemble de ces acteurs-là à qui on va répartir l'ensemble des tokens, et tous ne vont pas récupérer leurs tokens au même moment. Il y a ce qu'on appelle en général aussi une période de cliff, de vesting, etc. Cliff, en gros, c'est du temps où c'est loqué, où tu ne peux pas la toucher, et le vesting, c'est la période du temps sur laquelle tu vas recevoir à un intervalle de temps plus ou moins régulier une partie de ton allocation. Ouais. Je pense que c'est intéressant d'aller directement, tu vois, dans le vif du sujet, en parlant, en regardant ensemble 3 tokenomics qui ont bien fonctionné, et après on verra quelles sont 3 tokenomics qui n'ont pas été forcément bonnes. En tout cas, voilà, 3 tokens dont le prix s'est vraiment apprécié à partir du listing, où il y a des bons fondamentaux. Est-ce que tu as un premier exemple, Hyperliquid ? Oui. Qui est un Hyperliquid, c'est en fait, je pense que Hyperliquid ont un peu changé la méta
Bon, c'est pas évident. N'importe qui ne peut pas faire ce qu'a fait Hyperliquid parce qu'ils se basent déjà sur énormément d'investissements qu'ils ont pu faire via la team qui avait énormément de cash à investir dans le projet. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et par contre, sans parler du projet en tant que tel qui est franchement ultra intéressant, Hyperliquid, tout le monde a beaucoup regardé. Sur la partie tokenomics en tant que tel, eux, leur stratégie elle est différente. Elle est de dire on va faire de tous nos premiers utilisateurs qui vont être des investisseurs et qu'on va récompenser, en faire des vrais power users. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse partie, on a beaucoup entendu parler du airdrop d'Hyperliquid, beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent sur ce airdrop là. Ils ont souhaité du coup en faire un projet ultra communautaire avec des power users qui parfois ont récupéré beaucoup et qui sont vraiment ultra actifs depuis, et on a un vrai sentiment d'appartenance versus d'autres projets où là l'implication d'autres investisseurs est telle, et donc du coup tu parlais du camembert où effectivement tu as la répartition entre la communauté, le airdrop que tu peux faire à tes utilisateurs et les investisseurs, en sens si tu n'as pas d'investisseurs dedans, et tu gagnes un pourcentage que tu peux aller donner à ta communauté. Et ce que ça implique sur Hyperliquid, c'est que tu en as beaucoup qui sont devenus des power users derrière, mais c'est aussi basé sur le fait que la stratégie produit est géniale. Une tokenomics en tant que telle, tu peux avoir une super tokenomics, si le produit ne suit pas, ça ne marche pas, et inversement, tu peux avoir un produit génial, si tu mets à côté une tokenomics un peu pourrie, ton projet ne fonctionnera pas. Dans le cas d'Hyperliquid, comment tu expliques que les investisseurs, la communauté qui a reçu beaucoup de tokens, donc il y a eu un énorme airdrop, on parle de milliards, comment t'expliques qu'ils n'aient pas vendu les tokens à l'émission et qu'ils les ont gardés et que le prix se soit vraiment apprécié, qui a fait un fois, x4, x5 En fait, tu as... ça fait partie des quelques projets où tu as un vrai sentiment d'appartenance parce que beaucoup de gens fit avec la vision de dire on ne veut pas de VC, on sait que les VC vont pas dump derrière, parce que tu as quelques sites par exemple pour expliquer, tu as quelques sites qui référencent Token Unlock notamment, qui référencent tous les unlocks que tu vas avoir, parce qu'à partir du moment où pour certains projets, quand vous achetez un token, tu as le token qui va forcément se déprécier à partir du moment où la proportion des tokens dédiés aux investisseurs va devenir liquide, parce que les VC, les investisseurs, eux, ils veulent gagner de l'argent, et c'est normal, c'est leur métier, et donc quand on a beaucoup qui vendent, forcément le prix se déprécie. Là, à l'inverse, t'as pas ça, donc c'est plus facile d'aller s'apprécier, et puis tu as une logique aussi d'utilisation de ce token qui est intéressante dans le cadre du projet. Ok, mais tu penses que du coup la pression vendeuse lors d'un TGE, donc d'un listing, elle vient des VC parce qu'il faut qu'ils encaissent leurs gains, ou parfois ça peut quand même venir de la communauté? Ça vient de tout le monde, ça vient de tout le monde, et puis je pense que les utilisateurs aguerris de cet écosystème, on a chacun tous nos casseroles en termes d'investissement, et donc on se dit quand une position devient liquide, au moins on sécurise derrière. La question, c'est est-ce que tu arrives aussi à mettre en place de la pression acheteuse ou mettre en place des mécanismes de rétention derrière. Donc on voit certains projets qui commencent à mettre en place, nous ce qu'on conseille à certains projets, de mettre en place des mécanismes de staking post-TGE au niveau du airdrop pour récompenser tes power users et les inciter à avoir encore plus de tokens sur par exemple une saison 2 de airdrop. Ok, ouais, d'ailleurs c'est ce que fait plein de projets, mettons par exemple Year Zero, où j'ai l'impression que la deuxième saison va être encore plus créative que la première. Exactement, t'as GameLayer aussi qui a fait ça, enfin ils sont beaucoup à le faire. Ouais, yes. Et donc on parlait de Hyperliquid, donc en gros ce que tu disais c'est que voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'investisseurs de VC dans la Captable, currency, ça a fait qu'il y a une pression, moins de pression vendeuse, et donc le token s'apprécie aussi parce que les fondamentaux sont bons et que la communauté était hyper bullish dessus, et parce que j'imagine aussi c'est un projet qui a capté une grosse part de son marché. Mais tu as d'autres exemples d'ailleurs de tokens qui a connu un bon lancement. Il y a peut-être Morpho. Morpho récemment c'est assez cool, ils ont listé à 1,5$, et là ça fait quelques mois déjà, ils sont... Je regarde à peu près, ils sont autour de 2$, un peu en dessous. Ouais, pour faire l'historique, donc Morpho, il s'est listé à 1,5$, il est descendu à 0,7$, il est remonté en... 7, il me semble, il a fait un top à 7 par là. Il est monté à 4. Ok. 4. Ouais, après il est redescendu, là il est autour de 2. Allez, au moment où on fait l'émission. Donc on est mi-février à peu près. Mais ouais, effectivement. Et après, les fondamentaux de Morpho sont très bons. Je prends quelques secondes pour remercier la Blockchain Business School de soutenir cet épisode. La BBS est la solution pour vous former à la blockchain avec les meilleurs intervenants. La Blockchain Business School a été créée par Pirates Labs, l'un des plus gros incubateurs Web3 d'Europe, et elle propose des formations avec un suivi individuel
par des mentors. Les formations sont finançables par le CPF, le compte personnel de formation. Ces formations durent 3 mois, peuvent être suivies en parallèle de votre activité professionnelle et sont en full remote. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% avec le code CryptoCoolies10. Je vous mets toutes les informations en description et c'est reparti pour l'épisode. Pour rappeler un peu Morpho aussi, pour avoir du airdrop, fallait faire du lending ou du borrowing sur le protocole et donc tu gagnais des points qui étaient convertis après en token. Oui, c'est beaucoup ça, leaderboard. Plus tu utilises le protocole avant que le TGE se fasse, plus tu gagnes des points et ces points sont retranscrits sans te l'avoir dit officiellement pendant la période de airdrop en token gratuit et souvent liquide dès le TGE. Ouais. Et après, les fondamentaux de Morpho sont excellents. Hein. C'est un projet, c'est un top projet. Clairement qui se positionne comme un AV killer, comme une infra où on peut vraiment développer from scratch des applications pour faire du lending, borrowing. Et la thèse, c'est quand même de dire qu'un AV, tu peux recoder finalement sur Morpho. Ouais. Mais comment t'expliques aussi que Morpho finalement est quand même fait un très bon début au-delà des fondamentaux et pour ça, est-ce qu'il y a des ingrédients particuliers après, je pense que c'est un tout. Je pourrais pas te dire parce qu'il y a X% de la tokenomics qui est plutôt que Y%. C'est un tout qui fait. Donc, tu as beaucoup de conviction de la part. Là, c'est comme tu le disais, c'est un projet qui était beaucoup attendu pour son airdrop et son TGE, avec beaucoup d'attention qui a été mis dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai soutien, une vraie pression acheteuse derrière par beaucoup d'utilisateurs. Moi, le premier, derrière, parce que c'est un projet dans lequel on croit avec une vraie application long terme. Clairement. Et on voit à quoi va servir ce token sur long terme. Donc, on en vient presque à oublier ça, l'utilisation, le fait que l'actif, le token, c'est pas juste un actif spéculatif qui pump and dump sans trop expliquer pourquoi, plus basé sur la hype. Mais on est content de voir des projets comme ceux-là qui sont du coup pas sur la même narratif que les mêmes coins où là il y a aucune utilisation. Là, tu as une vraie utilité derrière. Clairement. Et ça fait plaisir de voir que ce type de projet arrive à se maintenir sur long terme parce que on a beaucoup, et ça a été une frustration quand tu regardes beaucoup de projets qui techniquement sur le produit en tant que tel sont géniaux mais qui se sabordent parce que la tokenomics était pas évidente. Ouais, clairement. Mais après, comment t'expliques au moins entre le token était listé, il est quand même passé de 1,5 à 0,7. Comment t'expliques ça? Pourquoi le prix n'a pas été soutenu tout de suite? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi peut-être un travail de market making au-delà de la tokenomics. Ah oui, alors ça, il y a le market making qui est super important. Pour rappel, un market maker, c'est un acteur qui va gérer les différentes pools que tu peux avoir sur les échanges centralisés, les échanges décentralisés, pour être sûr de maintenir le prix à un certain niveau. Et en parallèle de ça, forcément, en faisant ces mouvements, gagner de l'argent et partager cet argent qui est entre le protocole et lui-même pour se rémunérer. Après, tu as des market makers qui fonctionnent via un mécanisme d'option call, c'est-à-dire qu'ils ont une partie de token et qui vendent au fur et à mesure pour se rémunérer, ou d'autres qui font simplement des fees mensuels. Donc, il y a des avantages et des inconvénients sur les deux sujets, mais c'est super important, ces sujets de market making, et tu as des projets qui vont à la cave juste pour ça. L'avantage que tu as eu sur Morpho, c'est qu'ils ont levé assez d'argent pour avoir de quoi les leviers pour maintenir le prix de ce token derrière. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, tu vois, par exemple, on a vu des projets qui a levé un SAFT un peu plus bas que ce qu'ils avaient espéré. Et au final, ils sont pas allés plus loin et ont préféré continuer à build le projet plutôt que de faire leur TGE parce que lancer son token, tu peux penser que ça n'a pas de coût avec tout ce qui s'est passé sur Pump Fund, etc. Au contraire, faut payer. Il y a énormément de parties prenantes à venir rémunérer et être sûr que ça fonctionne. Et si jamais les exchanges, les exchanges, quand tu veux te lister sur un exchange centralisé, il faut avoir les reins bien solides, notamment sur Binance on a vu du coup les prix récemment pour lister sur Binance, assez fou. Et donc c'est pour ça que parfois quand t'as pas assez de trésorerie derrière pour assumer ça, tu peux très vite voir ton token aller à la cave et pas avoir les leviers nécessaires pour permettre de le remettre à flot via des mécanismes de market. Enfin, il y a plein de mécanismes derrière, plus ou moins transparents, mais ouais, t'as plein de façons de le faire. Ok. Mais dans le cas de Morpho, ce que je disais, c'est qu'au début, ils avaient suffisamment de trésorerie pour soutenir la pression acheteuse ou limiter la pression vendeuse plutôt. Exact. Je sais pas comment ils ont géré en interne. Le fait est que tout le monde a adhéré à leur vision très modulaire et je pense que tu as beaucoup de personnes qui au début ont pris leur profit au moment où ça a été liquide. C'est redescendu naturellement. Ouais, bien sûr. Derrière, peut-être qu'ils ont, j'ai pas l'info, peut-être qu'ils ont eux-mêmes soutenu le prix de leur token, mais surtout, beaucoup, je pense,
ont vu le projet Morpho et ils sont basés sur des rationnels en disant bon, bah, le projet est intéressant, on sait qu'il va se passer des choses intéressantes et que le token est directement basé sur l'utilisation du protocole et on profitait de cette baisse pour aller prendre, se positionner dessus. Et derrière, on voit que le token s'est pricé à peu près à un niveau correct. Et l'essentiel, ça reste un succès de voir. On peut se dire, le token était listé à 1,5, il est à peu près à 2. Tu dis, c'est pas incroyable. Sur le temps de le faire tenir, tu as très peu de projets qui arrivent. Donc, c'est assez cool. Et ça montre aussi qu'il y a toute une stratégie derrière qui n'est pas que basée sur combien je vais en donner, etc. Tu as aussi une stratégie de valorisation de ce token. Et donc, comment valoriser ce token? Ça veut dire aussi arriver à avoir un positionnement long terme vis-à-vis de tes investisseurs au départ. Parce que si tu leur promets un listing trop haut, derrière, eux vont gagner de l'argent, mais ton projet va avoir du mal à maintenir le prix token. Et donc, ta communauté va pas être contente. Tu vas avoir un espèce de pessimisme qui va se créer autour du projet. En fait, lancer un token, c'est super complexe et surtout, ça s'anticipe sur le très long terme. Et nous, chez 50, on accompagne nos projets là-dessus pour l'anticiper le plus tôt possible, s'assurer que ça a un intérêt et pas avoir un token pour avoir un token parce que beaucoup d'entrepreneurs le voient comme un Eldorado facile pour obtenir de l'argent. Non, c'est pas du tout le cas. Tu t'achètes vraiment un nouveau métier. Donc, c'est... Clairement, mais ça me fait penser, en 2024, il y a plein de tokens, une fois qu'ils ont été listés sur Binance, qui ont connu un gros drop. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet parce qu'on a parlé de market making, on a parlé de tokenomics, mais il y a aussi le côté exchange, le listing sur les exchanges, dans le sens où déjà ça coûte de l'argent, mais souvent vont espérer un peu cet afflux de liquidité de listing sur les exchanges pour qu'il y ait un pump qui va souvent être aussi marquer un peu un drop sur le token. Je crois qu'il y a très peu de tokens qui ont été dans le vert après avoir été listés sur Binance l'année dernière. Exactement. Et parce qu'en fait, il faut aussi prendre en considération toutes les parties prenantes que tu as. Si tu donnes aussi donner des tokens, ça peut paraître être la bonne idée au départ parce que tu donnes pas d'argent et généralement quand un projet se lance, tu as plus ou moins d'argent en fonction des projets. Et donc tu peux dire je vais donner des tokens, je vais les rémunérer en tokens. Mais sauf que ça veut dire quoi? Ces personnes, tu peux avoir les exchanges, les market makers, tu as plein d'acteurs qui fonctionnent vraiment pas tous de la même façon. Et donc il y a plein de frameworks différents. Mais si tu leur donnes du token, ça veut dire quoi? Qu'ils vont être incentivés à terme à eux se rémunérer en vendant ton token. Et vendre ton token, tu vas avoir une courbe qui baisse. Et pour parler des exchanges centralisés, le plus dur derrière tout ça, c'est qu'ils ont droit de vie ou de mort, clairement. Sur ton token. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent décider s'ils continuent de le lister. Je prends l'exemple d'un projet X random qui, trop bien, on arrive à lister sur Binance. C'est super, ultra bonne nouvelle. Il s'avère que le token, la courbe, pour des raisons X ou Y, on en a un peu parlé, va à la cave, le prix descend. Binance se dit tu n'as plus les volumes nécessaires sur notre plateforme pour rester listé chez nous, on te déliste. Et là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. J'ai pas vu de token qui, après avoir été délisté sur des échanges centralisés, qui avait réussi à tenir le prix derrière parce que on se met à la place de l'utilisateur. Tu es listé sur Binance, tu l'es plus. Est-ce que tu vas aller sur Index pour aller acheter derrière? Non, tu te dis plus personne ne va en acheter. Et en fait, on revient aux fondamentaux qui sont de dire comment est-ce que tu peux valoriser le prix de ton token autrement que sur simplement de la spéculation. Certes, tu peux jouer là-dessus à partir du moment où tu as une vraie utilisation derrière qui est faite, une pression acheteuse qui est inhérente au fonctionnement du protocole. Tu as l'exemple de BitTensor aussi qui le fait avec une tokenomics qui est assez différente de ce qu'on a vu, une supply limitée, etc. Mais c'est un alignement de plein de planètes pour que ça fonctionne. Plein de planètes qui sont pas vraiment hasardeuses, c'est vraiment une anticipation sur le très long terme. Te dire que j'ai toutes les solutions pour que ça fonctionne, ce serait te mentir parce que je pense que personne les a. C'est assez expérimental et qu'aujourd'hui c'est vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas un schéma de création de tokenomics qui a craqué le clairement game, pas. Et puis ça change un peu tout le temps, la méta change un peu tout le temps. Tu vois, on a parlé d'Hyperliquid avec des power users, donc tu as plusieurs launchpads qui font partie aussi qui sont participants. Donc pour rappel, les launchpads c'est des plateformes sur lesquelles tu peux plus ou moins accessible en fonction des plateformes, sur lesquelles tu as un droit en tant que particulier d'achat à une certaine valorisation plus ou moins intéressante de tokens. L'idée c'est de pouvoir te dire, tu peux aussi te financer via la communauté. Et on se rend compte que ces launchpads, ils arrivent
arrive de plus en plus tôt dans la logique. Avant, on avait beaucoup de projets qui allaient lever beaucoup auprès de VC, et donc qui faisaient augmenter la valorisation petit à petit du token avec ces VC-là, et qui à terme prenaient une petite partie à une valorisation plutôt haute pour vendre ton token auprès d'une communauté X ou Y, auprès de particuliers. Le fait est que fallait tout de suite vite revendre, etc. Aujourd'hui, la méta, elle change un peu avec des power users qui arrivent de plus en plus tôt. Ouais, avec des plateformes genre Echo, Légion. Echo, Légion, par exemple, tu vois, les plateformes Echo, Légion et Launchpad qui marchent aujourd'hui, il y a 6 mois, on aurait fait ce podcast il y a 6 mois, on n'aurait pas parlé des mêmes plateformes. Et c'est pour dire à quel point la méta change très rapidement et la difficulté pour les builders de venir construire quelque chose qui reste dans l'air du temps et qui fonctionne pour les investisseurs. Et ça explique, ça justifie ce que tu disais tout à l'heure, qui est dire qu'on n'a pas craqué le framework qui fonctionne sur le long terme, comme tu peux l'avoir sur des actifs en equity. Là, on maîtrise, on sait comment ça fonctionne, quels sont les méta, les logiques de liquid pref, etc. Tu as plein de clauses. Là, on connaît très bien les règles. Là-dessus, on ne les connaît pas encore du tout. Et c'est à la fois ultra excitant et ultra flippant quand ils pensent nous en tant qu'investisseurs là-dessus, de se positionner là-dedans. Et quand tu conseilles au projet, c'est assez expérimental. Et même, tu vois, les entrepreneurs qui ont réussi à lancer un token, mettons, il y a quelques années, les conseils qu'ils peuvent prodiguer aujourd'hui, parfois, ils sont aussi actualisés avec ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, clairement. Ouais, alors j'imagine que c'est encore d'autant plus compliqué quand tu as un mélange d'investissement entre du token et l'equity, mais bon, c'est encore un autre sujet. On peut en parler parce qu'on a pas mal creusé le truc. Mais on pourra en parler peut-être. Pour finir un peu sur les bons exemples, peut-être qu'on peut donner un troisième exemple. Donc on a parlé de Hyperliquid, de Morpho. Est-ce que tu as un troisième exemple? Ouais, tu peux en prendre d'autres. Tu peux prendre Pendle. Pendle notamment. Et là, pour rappel, donc Pendle, c'est un protocole DeFi où tu peux avoir des fixed rates, donc des taux d'intérêt fixes. Je rentrerai pas dans les détails. Tokenisent du yield, pour être honnête. Ils séparent le yield du principal, et du coup, tu peux faire des stratégies de levée, des trucs intéressants. Et t'as des gens très techniques qui, pour t'en parler, sûrement mieux que moi. J'avais interviewé Gaspard de Spectra. Spectra, c'est notre Pendle français, quoi. Exactement. Et si tu veux en parler un peu plus là de Pendle, de leur tokenomics. Pendle, la tokenomics, là encore, je pense qu'on est un peu sur la même méta que celle de Morpho, c'est-à-dire qu'on sait exactement à quoi va servir le token, et on n'est pas basé sur une hype qui est souvent éphémère derrière, avec la communauté qui est rentrée à peu près c'était assez tard, mine de rien, mais des VC la courbe s'est plutôt structurée, stabilisée sur le long terme, parce qu'il n'y a pas eu, je pense un peu comme Morpho, tu n'as pas eu énormément de pression vendeuse, et elle a été contrebalancée par peut-être aussi les mécanismes de market making et les fondeurs qui jouent avec, mais des personnes qui ont analysé le fondamental et qui sont rentrées là-dessus. Puis après, tu as tous les deals OTC qui sont possibles, qui ont peut-être maintenu aussi tout ça, mais effectivement, la courbe, elle est plutôt lean, donc il y a eu une petite baisse récemment, et tu vois que quand tu prends véritablement ce matin, tu vois que la courbe est remontée, parce que les projets intéressants sur le long terme, avec une vraie utilisation et une tokenomics qui est claire sur le long terme, avec un lien avec le projet, on peut dire que c'est un peu boring. Certains VC diront ils feront peut-être pas x100 très vite avec, mais par contre sur le long terme, long shot, tu vois des courbes qui se stabilisent. Et puis surtout, tu as eu aussi une logique où les valorisations étaient, c'était un peu haut, mais c'était pas ultra élevé. Le prix de listing n'était pas fou par rapport, j'ai plus les chiffres en tête, ça fait un petit moment, mais le prix listing n'était pas fou par rapport au prix auquel il est aujourd'hui. Donc ça permet de rester cohérent avec la cible que tu vas avoir, et pas devoir gérer un prix qui dump. Parlons de prix qui dump, c'est vrai que moi je pense tout de suite à Starknet, tu vois, où le prix a été de à peu près $2 lors du listing dans ces eaux-là. Là, il est à 20 centimes. Et qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Est-ce que c'est... Alors, Starknet, peut-être qu'ils n'ont pas eu de chance aussi, chacun pourra juger, mais il y a le airdrop qui ne s'est pas forcément bien passé, parce qu'il y avait une condition qu'ils avaient mise. Il fallait par exemple avoir 0.05 ETH dans son wallet pour gérer l'airdrop. Ça avait fait pas mal de... Je crois que tu en avais parlé dans un de tes podcasts. En fait, j'avais interviewé Abdel de l'écosystème, qui disait que lui, ça allait très loin cette histoire, tu vois, il était menacé de mort par certains users. Enfin, le truc a pris des proportions inimaginables. Mais c'est vrai que donc le token, est-ce que le problème du token de Starknet, c'est qu'il n'a pas été listé trop haut, et qu'après ça a
démarres une mauvaise dynamique et après, finalement, les market makers ne peuvent pas soutenir le prix. C'est possible. Après, t'expliquer, je pense qu'il y a plein d'éléments qu'on n'a pas et qu'on n'expliquera peut-être jamais. Tu as aussi une logique de cyclicité à prendre en compte. Tu as juste parfois pas de chance au moment où tu te lances. Ouais, il y a le timing aussi qui est important. On a parlé d'éléments techniques, mais le timing, effectivement, on est dans un marché crypto qui est très cyclique. Lancer ton token dans une période qui est assez faste, c'est assez stratégique. Tu peux avoir 2 projets qui ont exactement la même tronche et qui, avec les mêmes fondamentaux, même tokenomics, etc., qui se lancent à 2 moments différents. Ça peut être game changer, mais vraiment game changer sur la vie du projet. Et c'est un peu, compliqué pour gérer ça en tant que co-founder. Mais tu parlais d'un truc qui est intéressant, c'est tu as des projets qui on lève beaucoup d'argent avant le listing du token, impliquant quoi ? Vu que tu lèves de l'argent auprès de VC, d'investisseurs, impliquant un prix d'émission qui est haut. Ça fait une pression de la part de tes investisseurs sur le token. L'investisseur, il dépose de l'argent, il veut en récupérer plus derrière. Donc avec en plus logique d'unlock, de vesting, de cliff, etc. Bref, donc si jamais tu arrives à une valorisation qui est haute, au moment du listing, que tu es obligé de mettre haute parce que tu as levé beaucoup d'argent en te donnant beaucoup de moyens, il faut être sûr que tu vas rester à peu près à ce niveau-là, sauf que parfois le marché te dit sur tes fondamentaux produits, etc., tu peux pas le maintenir sur long terme parce que tu pars de beaucoup trop. Ça veut pas dire que le projet est pas bon, parce que tu as plein de projets qui, comme je disais tout à l'heure, on peut pas corréler le prix d'un token à la qualité d'un projet intrinsèque. Il faut que le tout fonctionne correctement. Comme tu as des très bonnes tokenomics sur des projets un peu pourris. Enfin, le bon exemple, c'est les Memecoin. Memecoin, tu as des trucs qui se valorisent, il n'y a aucun fondamental derrière. Donc, c'est le bon exemple. Donc, mais tout ça pour dire qu'effectivement, tu as des projets... Il y a des Memecoin qui ont des belles tokenomics. Alors, ça, c'est une autre question. Mais effectivement, c'est très communautaire et c'est du player versus player. Clairement. Et les règles du jeu sont différentes. Parce qu'il faut traquer les whales, savoir qui investit dedans. Et c'est très communautaire. Et c'est beaucoup de manipulation de marché, on va pas se mentir. C'est énormément de manipulation de marché. Et assurer que tu vas gagner beaucoup d'argent en tradant les mêmes coins, c'est, je pense, impossible. Tu as des gens qui, dans les faits, gagnent énormément d'argent là-dessus. C'est leur métier, ils passent leur temps à chiller aussi ce token et ils sont très connectés, donc du coup, ont les possibilités soit d'en acheter, soit d'en récupérer à très bas prix ou gratuitement. Donc, c'est différent. La logique Memecoin, clairement, je m'aventurerai pas là-dedans. Enfin, moi, je le fais que très peu. Et objectivement, je suis un très mauvais trader de Memecoin parce que c'est clairement, faut être toute la journée derrière, analyser les TX de tout le monde, les différentes parties prenantes, aller voir quels sont les acteurs, les whales. Donc, les whales, les gros porteurs de en fait, pour moi, sur les Memecoin, soit tu peux détecter une opportunité parce que tu étais hyper early, je sais pas, c'est Donald Trump qui lance son token et que tu as vu le tweet et donc tu étais là. Mais si tu n'es pas un algo trader, c'est perdu d'avance que t'es face à toi, il y a des algo traders en fait, donc c'est le métier qui font ça toute la journée. Donc en fait, c'est peine perdue si tu te dis tiens, je vais être plus fort que le marché. Non, tu vas juste te faire. Exactement. Tu vas te faire laminer quand t'es solo derrière ton écran derrière ça. Le bon exemple, c'est, je sais pas si tu as déjà lancé un token sur PumpFun. Non. Donc PumpFun, c'est pour expliquer, c'est la façon la plus simple de lancer son Memecoin. Et t'en as, je sais plus combien par jour. J'ai fait un tour hier, c'est un truc des milliers, voire des dizaines de milliers. En gros, c'est t'as juste à mettre une image, un token. Et c'est parti. À partir d'un certain moment, tu peux sortir de l'écosystème PumpFun. Et en fait, moi, pour avoir en rigolant, on a lancé un pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et sans que tu fasses aucun marketing dessus, tu as des personnes qui direct viennent t'en acheter, pas parce que c'est intéressant, parce que vraiment c'était une photo de chat enroulée dans une liasse de dollars. Donc c'était juste ça le projet. Et t'as pas mal de mecs qui achètent au départ et qui l'ont très vite revendu parce qu'ils ont vu que ça prenait pas. Et c'est juste, tu vois, souvent de la chance et de l'aspect communautaire. T'as des mecs qui lancent sur PumpFun et qui créent quelque chose de communautaire sur Twitter autour d'eux, qui ramènent des potes qui peuvent investir dedans et là ça prend et tu sais pas trop pourquoi. C'est ça, mais après... Pour l'exemple de token Trump, token Melania, c'est à peu près je suppose que c'est à peu près les mêmes personnes qui ont travaillé dessus sur les tokenomics et pourtant tu vois un qui a peut-être changé un peu la face de l'écosystème pour les prochains mois et l'autre qui allait à la cave très très vite, quoi. Ouais, c'est clair. Ça fait penser, cette semaine j'ai eu un témoignage d'un membre de l'écosystème qui a voulu que je garde anonyme bien sûr, qui a voulu créer en fait son Memecoin mais juste pour rigoler, pour en mode expérimental, et le token est monté en fait à 2 millions.
de market cap, alors qu'il avait rien fait. Il avait juste, je sais pas, lui acheté un sol. Et en gros, il m'expliquait que comment c'est monté aussi haut, c'est qu'en fait, il y a des fermes de Chinois, entre guillemets. En l'occurrence, c'est des Chinois qui explorent tout un tas de données, et donc ils ont réussi à faire le lien entre son Twitter perso et le même coin. Je sais pas comment ils ont réussi, mais bref, ils ont réussi. Et ils ont vu que par rapport à son titre, ça devait être comme il a un bon Twitter, etc., qu'il est actif dans l'écosystème et avec une belle position. En gros, ils ont misé un peu sur lui, et donc le truc est monté à 2 millions. Et après, ils l'ont contacté en MP sur Twitter en lui disant si tu veux relancer des mèmes, la prochaine fois on peut le faire ensemble, le truc on peut le faire monter à 8 millions et tout, tu vois. Et donc en fait c'est vraiment organisé avec des manipulations de marché. C'est manipulations de marché par des mecs qui ont vraiment industrialisé la chose à l'étranger, tu vois. Et c'est vrai que complètement parfois c'est même pas du PVP, c'est du PVM, player versus machine, quoi. C'est ça. Tu peux, c'est très rare de gagner là-dedans. C'est comme tu peux prendre un peu le même exemple par rapport au liquidity providing sur Uniswap. Aujourd'hui, en tant que particulier, tu as très peu de chances de gagner de l'argent en mettant la liquidité dans un index, parce que tu as des algos qui le font beaucoup mieux et beaucoup plus fréquemment que toi. Mais bon, un autre sujet. C'est un autre sujet, mais voilà, la conclusion, c'est que quand tu es un algo trader, vaut mieux pas s'aventurer dans ce genre d'aventure. Donc on parlait de Starknet, que finalement, capitalisation, peut-être, prix de listing trop haut, mais en même temps, t'as pas trop le choix parce que les investisseurs après vont rouspéter. Et aussi, tu as les conditions de marché, le timing de marché. Plus là, tu avais le petit gate, entre guillemets, avec le airdrop qui n'a pas aidé les choses. Est-ce que tu as un autre exemple de token récemment, il y a eu Berachain qui a été listé, on est mi-février, donc c'était la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus, plutôt la semaine dernière, que le token a été listé. Et c'est vrai qu'entre le listing et maintenant, le token s'est complètement cassé la gueule. Pareil, en fait, il a été listé trop haut. En fait, il y a sûrement d'autres raisons, mais moi je pense une raison, c'est qu'il liste très haut parce que c'est énormément d'argent levé auparavant, et tu es obligé de rémunérer toute cette communauté. Et en même temps, c'est très difficile pour un projet d'infrastructure comme Berachain, comme Starknet, parce que pour faire venir, donc on sait qu'il y a trop de blocs par rapport à l'activité qu'on fait sur la blockchain. Donc pour faire venir des projets et des applicatifs sur une chaîne plutôt qu'une autre, qu'est-ce que tu fais ? Ce qu'on trouve aujourd'hui à faire, c'est donner de l'argent aux projets pour qu'ils viennent via des grants. Ce qui s'entend, et pour donner de l'argent à ces projets pour qu'ils viennent, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent, il faut lever, et donc ça implique d'avoir un prix qui est très haut. Peut-être que ça... Donc il y a plein de raisons pour lesquelles ça marche ou ça marche moins bien, mais effectivement, tu as des projets, tu avais une méta qui était, tu listais très très haut, Berachain, Starknet, et donc c'était cool. Je pense que plein de personnes s'y sont retrouvées là-dedans, mais sur la tokenomics en tant que telle, ça va peut-être participer au fait que ça baisse derrière, parce que beaucoup de personnes ont voulu prendre leur profit à la suite du listing vendu, et donc le projet tombe. Mais le projet d'infrastructure, tu es obligé d'avoir beaucoup d'argent auparavant pour pouvoir rémunérer les projets qui vont venir builder sa plateforme plutôt qu'une autre, enfin sur la plateforme sur ton infrastructure plutôt qu'une autre. Donc, c'est l'équation, je pense que personne l'a craqué, sinon on aurait vu des trucs fous. Mais par contre, tu as des tokenomics dans l'applicatif qui sont moins compliqué à mon sens à mettre en place. On parlait d'Hyperliquid tout à l'heure, même si c'est peut-être pas le top exemple, mais on parlait de Morpho Pendle. Là, tu vois, c'est un peu plus il y a moins de stratégie de grant, même si tu en as un peu, et je pense que c'est un peu moins t'es pas obligé d'aller aussi haut dans des valorisations derrière. Après c'est peut-être des projets aussi moins spéculatifs, qui ont des vrais fondamentaux long terme, une vraie utilité court terme aussi. Après le token des infrastructures, il a une utilité, je veux dire, mais après des infrastructures, t'en as tellement que pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre. Mais donc du coup, en fait, on en revient au problème le sujet de base, et ça peut paraître très 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 con de dire, mais si jamais tu l'inscris pas dans une utilité qui fait sens sur le long terme, et dans une logique dans une logique de marché, un instant T qui est tel, si tu prends pas en compte tout ça, ultra compliqué de le maintenir sur terme. Donc la tokenomics en telle, c'est une chose, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Non, c'est clair. Après il y a la vision, mais après j'ai l'impression que c'est aussi un choc entre les acheteurs et les vendeurs, et que tout simplement peut-être le travail de market making il n'est pas assez bien fait, je sais pas, pour soutenir finalement le prix. C'est que finalement c'est les vendeurs qui l'emportent sur les acheteurs, donc peut-être que les moyens sont pas assez assez mis sur le market making. T'as des market makers qui travaillent plus ou moins bien, et encore une fois, pour avoir le meilleur market maker, faut être un top projet, faut payer très cher, donc c'est super l'équation est vraiment pas évidente. Pour payer cher, il faut avoir de l'argent avant, il faut avoir levé, mais effectivement, quand tu as un market maker qui, dès que ton token monte un peu, te dit je vends tout,
et généralement ils ont des positions qui sont conséquentes dessus, effectivement ça peut te tuer le projet, alors que le market maker est censé être de ton côté et tu lui donnes le token en disant il est incentivé avec moi à ce que le projet réussisse. Pas du tout. Il y en a certains, ils sont sans vergogne. Je dis pas que c'est la totalité. Il y en a qui travaillent très très bien, il y en a qui ont parfois même pas du tout ce business model, mais qui donc sont pas incentivés à ce que le token monte sur long terme, et donc tu peux te dire est-ce qu'ils sont aussi impliqués. Donc tu as des personnes qui travaillent plus ou moins bien, et en plus tu mets à côté des market makers qui te lock des projets en investissant dedans auparavant. Ça peut aussi jouer là-dedans. Le conseil nous qu'on peut donner, c'est de jamais avoir qu'un seul market maker, parce que ils vont mettre toutes tes billes dans le même panier à ce niveau-là. C'est risqué parce que tu sais pas comment la personne va se comporter. Si jamais le token monte très vite, tu as envie de le vendre. Et puis c'est aussi un travail de négociation auparavant et donc de posture que tu as. Si jamais le projet est ultra hype, donc tu as plein de market makers qui veulent, tu peux avoir un peu plus de main sur les conditions que tu donnes. Mais je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose on parle de transparence de la blockchain, pour le coup ça c'est pas du tout transparent. Complètement. On ne sait pas en fait ce qui se passe, et donc l'utilisateur qui vient acheter presque naïvement son token en pensant faire une bonne affaire, t'as beau aller regarder sur Token Unlock ce qui va se passer, on ne sait pas ce que va faire le market maker, et on ne sait pas en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de tokens qui sont allés à la cave à cause de ça, mais on n'aura je pense jamais l'information parce que ces mecs là veulent continuer à travailler avec certains projets. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un monde qui manque encore un peu de transparence, le market making. Clairement. Des bons acteurs, des moins bons, clairement. Et ça manque de transparence. Un dernier exemple peut-être de token dont le listing s'est pas forcément bien passé, bien sûr il y a Celestia. Est-ce que tu en parlais J'étais un peu moins impliqué sur l'écosystème Cosmos, moi, mais j'avais effectivement regardé. Encore une fois, c'était très très haut, le tien, si je me trompe pas. Celestia, je crois que c'est monté à, je sais plus le chiffre en tête, mais peut-être 28, peut-être je dis vraiment des bêtises, mais en tout cas il est descendu, je crois, à 6. Et c'est vrai que la courbe elle est assez marrante, parce que ça monte et ça fait. Et en plus sur Cosmos, moi ma vision personnelle de la chose, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes regardaient ce qui se passait sur Cosmos parce que tu avais une espèce de logique. Si tu stakais certains tokens de certains gros projets, je pense à Celestia, je pense à Osmosis, là-bas et forcément l'Atome, et tu pouvait être éligible à tout un tas de airdrops qui allaient être à côté. Et donc, je pense que beaucoup de gens se sont hypés en disant OK, on va pouvoir avoir les airdrops à côté. Et in fine, les airdrops ne se sont pas aussi bien passés que ce qu'on pensait. Et c'est tout l'écosystème Cosmos qui a un peu pris un petit coup sur la tête, et rendant le truc moins intéressant. Et petit à petit, tout le monde se déloquait. Et puis ensuite, il y avait quelque chose à prendre en compte, c'est que le staking de ces tokens, tu as une période loquée. J'ai plus en tête, sinon c'est une vingtaine de jours. 21, et donc qui te permettait de rester sur une tendance haussière à partir du moment où tu stakais pendant un petit moment, parce que tu n'avais pas de pression vendeuse. Après, quand tu as la pression vendeuse, c'est encore la même chose derrière, mais effectivement ça avait listé haut. Et puis encore, je pense que tu n'as pas encore assez d'utilisation sur l'écosystème, enfin moins que ce qui avait été anticipé, pour aller maintenir des infrastructures. Donc là, ces tokens d'infrastructure, c'est assez différent au vu d'utilisation. Et après, il y a la partie VC sur Celestia, parce que c'est vrai que Celestia, c'était un peu... Effectivement, tu viens d'en parler. Tu avais énormément de VC. C'était un deal quasiment que VC à ce niveau-là. Tout le monde a voulu dump à un moment. Et moi, je regardais beaucoup, parce que j'ai regardé un peu les charts à ce niveau-là. C'était les tokens unlock. Et moi, je m'étais mis pas mal d'alertes en disant un mois avant, vends bien tes bags, parce que tu as les VC qui vont être unlock et qui vont tout vendre. Et c'est ce qui s'est passé. Et est-ce que le marché, du coup, anticipait pas trop ces unlock de VC? Enfin, je veux dire, si tu vendais genre 2 jours avant, c'était OK, les gens n'avaient pas anticipé, c'était vraiment... le marché, il n'y avait pas d'anticipation. Ça dépend. Franchement, te dire qu'il y a un pattern particulier plutôt qu'un autre, non, je pense pas. Je pense que ça dépend aussi des communautés de personnes. La communauté qui est autour de Cosmos, c'est pas la même que la communauté que tu peux avoir autour de Starknet ou sur des protocoles DeFi type Pendle et compagnie. Donc, c'est assez différent. Je pense que les communautés se comportent pas tout à fait de la même façon entre une communauté et une autre. Et effectivement, le bon exemple de Celestia, c'est que il y avait énormément de VC, c'était listé très haut. Forcément tout le monde a vendu derrière, mais tu as beaucoup de gens qui ont gagné énormément d'argent sur le listing de Celestia, et il y avait un airdrop qui était aussi intéressant derrière, mais beaucoup de gens ont vendu aussi direct après le airdrop. Donc ça fait toujours, quand tu vois les courbes, ça monte, ce que tu disais tout à l'heure, ça monte
très vite, très haut, et ensuite, là, tu vois quelque chose et tu vois le vrai pricing du token par le marché. Et souvent, sur les projets qui sont très valorisés au moment du listing, ce pricing, il est beaucoup plus bas que le prix du listing. Et c'est dommage, mais c'est inhérent au fonctionnement des projets qui ont besoin de se financer beaucoup, et c'est directement lié du coup aux infrastructures qui ont besoin, comme on disait, de beaucoup d'argent pour attirer des projets. Clairement. Moi, j'ai vraiment l'impression que finalement le prix de listing est complètement décorrélé en fait. En fait, c'est que le listing, c'est un peu, le prix du token, c'est un peu l'histoire que tu vas raconter, et à quel point l'histoire que tu racontes, elle contente un peu tout le monde, et souvent elle est un peu décorrélée de la valeur du projet. Alors pas tout le temps, mais c'est intéressant. Et dans le cas de Celestia, je pense que aussi ça a été un peu un cas d'école, dans le sens où peut-être c'est le projet qui a fait que les Echo aussi, Légion, prennent plus de crédit, parce que c'était un peu fermé à la communauté. Ouais. Voilà, que finalement, à chaque fois, Celestia, c'est un peu l'exemple où les VC vont dump des tokens sur la tête des investisseurs retail. De la communauté, etc. Mais c'est pas nouveau au final, cette façon de fonctionner des VC. Je te prends un exemple puisque nous, chez 50, on peut avoir de la contrepartie token, mais historiquement, on fait beaucoup d'equity. Je te prends l'exemple de l'equity, avec les logiques de liquid pref. Au final, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui vendent des parts de leur entreprise à des investisseurs qui ont pour être simple, des priorités de vente par rapport à d'autres à certains prix. Et imaginons que dernier arrivé, premier sorti. Exactement. C'est assez compliqué à gérer. Et par exemple, tu vois, tu as des entrepreneurs qui ont des valorisations qui sont très hautes sur de l'equity, mais tu peux faire le parallèle sur du token, qui se retrouvent avec des parts de leur boîte qui au final ne valent rien, parce que si jamais tu as une valorisation à 50 millions et que tu revends ta boîte 30 millions, tu te dis déjà c'est une belle success story l'histoire. Mais les VC qui sont rentrés en dernier, ça va être les premiers qui vont pouvoir vendre une valorisation de 30 millions, et derrière, toi, tu as des parts qui ne valent rien, alors que tu es arrivé, tu as pris beaucoup plus de risques que les VC derrière. Clairement, et alors, encore plus... encore plus dans cet exemple, c'est-à-dire que si par exemple tu l'avais à une valo de 50 avec une liquid pref à 2 et que finalement tu revends à 100 millions derrière, tu as gagné 0 aussi. Exactement. Exactement. Mais donc en fait c'est pas nouveau, c'est juste que maintenant là on prend vraiment un peu de hauteur sur l'investissement global, c'est que ces catégories d'actifs que sont les tokens, tu les laisses accessibles à du retail. Et donc, forcément, les gens se rendent compte que faire de l'investissement, c'est pas facile. Et les parties prenantes, elles sont très compliquées. Donc, tu as beaucoup d'argent qui te mettent sur Twitter, beaucoup de gens qui te montrent sur Twitter, j'ai gagné plein d'argent. Et tu as plein de façons, en étant intelligent dans tes stratégies, ou même sans faire exprès, de gagner beaucoup d'argent. Mais ça reste quelque chose qui est ultra complexe, et on n'a pas attendu la blockchain et les tokens avant de rendre ce métier complexe. C'est juste qu'on a un nouvel actif qui est encore plus compliqué, et qu'on donne accès à des retail. Donc forcément, tu as plein de casses à ce niveau-là. Mais sur l'equity, c'est déjà le cas. Derrière, tu as des entrepreneurs qui sont presque les retail que tu prends dans ton exemple, qui se font dumper dessus par les investisseurs. Là, en l'occurrence, c'est des entrepreneurs qui, eux, ont pris le maximum de risques, qui ont buildé la chose jusqu'au bout et qui n'ont rien derrière. À différence près, tu vois, des entrepreneurs qui lancent un token, qui ont toujours une partie UTGE qui leur est dédiée, ce qui permet parfois de faire un exit presque avant que le projet soit build. Donc, c'est vraiment des deux mondes qui sont très différents. Et en fait, nous, on essaie de se positionner à la croisée des deux mondes. En investissant à la fois en equity, en token. En equity, en token. Pour le moment, on ne peut pas investir en equity, mais en token. À cause du cadre réglementaire. Du cadre réglementaire qui est strict, mais c'est plutôt une bonne chose. Mais donc, on ne peut pas encore le faire. Peut-être que demain, en tout cas, on y réfléchit à le faire demain. Mais effectivement, on se rend compte que les logiques d'un côté ou de l'autre, c'est deux métiers différents. En fait, tu changes de métier. Tu changes de métier, et c'est pas du tout basé sur les mêmes rationnels. Tu as une horizon de tech profit qui est beaucoup plus tôt. Tu vas financer des entrepreneurs qui parfois vont faire un exit avant même que le projet soit lancé. Donc comment tu peux dire que tu investis parfois sur un projet que tu veux voir durer sur le long terme? Je pense que sur le marché, à terme, on va avoir quelque chose qui va se lisser, ou sinon, ça va devenir la jungle et il n'y aura plus rien de pertinent qui se construira sur la blockchain. Mais au fur et à mesure, on va avoir des horizons un peu plus long terme, avec des entrepreneurs qui vont être obligés de construire sur le long terme. Là, on le voit déjà, les vestings pour les entrepreneurs et les cliffs sont plus longs. Mais le truc, c'est que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui vont farmer leur propre airdrop et ils font ce qu'ils veulent avec. Donc, c'est vraiment pas du tout évident, et beaucoup moins les règles sont moins connues que ce qu'on a l'habitude de voir. Non, carrément, peut-être qu'il manque peut-être un standard, et en même temps c'est compliqué parce que chaque projet est très personnalisé, mais ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Richard, hyper intéressant. Avec plaisir Gary.